c'est super, machin, mais j'aimerais que ça sonne comme un iceberg qui s'écroule au loin et qu'on entendrait depuis l'intérieur d'un utérus. J'aime bien, justement, des fois isoler des pistes pour ensuite les traiter complètement différemment et que l'artiste soit là, genre, on avait enregistré ça, quoi, genre, what the fuck. Partir de la matière que te donne l'artiste pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a toujours quelque chose d'important qui est en train de se passer dans un morceau. Souvent, c'est la voix lead, mais dès que la voix lead s'arrête, qu'est-ce qu'il y a derrière qui peut te happer l'oreille? Coucou à tous, on est aujourd'hui avec Henri Darmoncourt qui a bien voulu ouvrir des sessions pour nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a. On est devant ton ordinateur, n'est-ce pas, dans ton studio. C'est ça. Et donc tu vas nous ouvrir des sessions. Alors raconte-nous tout. On va voir pas mal de sessions aujourd'hui. En fait, moi, il y a un truc que j'aime bien dans mes mix. Que j'aime bien faire dans les mix, pardon, c'est d'amener pas mal de dynamique. Et pas seulement des histoires de dynamique de volume, mais aussi des dynamiques d'espace, d'avoir des choses très dry, très wet, des dynamiques aussi de largeur, d'avoir des couplets très mono, et des refrains très stéréo, ou des histoires de texture, quelque chose de très saturé avec quelque chose de très propre, etc. C'est des histoires de contraste, en fait, c'est ça? Tout à fait, des histoires de contraste. En fait, je pense qu'il y a plein de storytelling, de choses qu'on peut raconter avec ça dans un mix pour le rendre un peu plus mémorable. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose que j'essaie d'amener beaucoup dans mes mix. Donc, il y a pas mal de sessions qui vont démontrer ces choses-là. Là, sur cette première session, c'est autre chose. Donc, ça va être que des petits groupes que vous ne connaissez pas. C'est un groupe qui s'appelle The Lead Speakers, que je n'ai pas enregistré et qui m'ont envoyé leur session. D'accord. En fait, ce qui est intéressant avec cette session, c'est qu'il y a eu un bug au moment où ils m'ont envoyé leur fichier son. Je prends tous les sons, je les mets dans la session. C'était déjà mon 5e ou 6e mix pour eux, je crois. Et là, j'appuie sur play alors qu'il y a vraiment juste les pistes nues. Ouais. Et là, j'ai un son qui arrache la gueule, qui est vraiment dégueulasse, quoi. C'est quoi, Donc, c'est clippé? Et en fait, je l'ai sorti, donc je vais vous faire écouter. Il s'agissait de ça. Arrange-moi la gueule. On entend même plus la voix, là. Enfin, Moi, voilà. je trouve ça normal, hein. C'est juste du rock. Tout saturé, tout clippé, et ça m'a inspiré, quoi. Donc ça, c'est juste la sortie de toutes les pistes à zéro, Ouais, quoi. d'accord. Sans rien dessus. Et là, je commence à préparer, à mettre tous les fichiers sur les bonnes pistes, parce que j'avais ma template, parce que c'était quand même mon 5e ou 6e mix avec eux. Et là, j'appuie sur play, et ça sonne pas du tout pareil, quoi. Genre, c'est vraiment c'est très bizarre, quoi. Genre, mon kick sonne pas comme un kick. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a une piste qui a été dupliquée sur les 16 premières pistes de leur export. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le Wurst mic. C'est bien ce qui me semblait, parce qu'ils avaient mis un Wurst mic. Donc, c'est un microphone qui est au niveau de la grosse quête, pointé vers la Wurst du batteur, dans ce cas-là. Et donc, je me servais pas du tout dans les mix précédents. Et c'est un micro un peu superflu. Et là, il était vraiment dupliqué sur les 16 premières pistes, y compris la basse. Donc en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'était que comme ce micro était dupliqué 16 fois et à niveau nominal, en fait, il saturait le master bus, quoi. Et en fait, c'est ça que j'aimais bien. Et donc en partant d'une erreur et d'une imperfection, quand ils m'ont renvoyé les bonnes pistes, etc., c'est ce son-là que je suis allé chercher. Et donc, je leur ai envoyé ce mix-là et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit est-ce que c'est possible de remixer les morceaux d'avant avec ce son-là? Ce qui n'était pas forcément possible parce que là, le jeu du batteur, il est très concentré sur le charlet et c'est des réglages qui sont tellement extrêmes que dès que tu arrives sur des cymbales... C'est marrant. Donc du coup, comment tu as fait pour recréer? Parce que j'imagine que tu n'as pas refait des duplications, Alors, je suis parti juste du Wurst mic. D'accord. On va écouter ça en détail. D'abord, je vais vous faire écouter le mix tel qu'il est maintenant. Et après, on va rentrer dans les détails. Yes.
Voilà. Là, Excellent. on a Ça doit être dur ça d'avoir un son comme ça à la fois aussi puissant et un côté un peu son écrabouillé aussi, mais qui fonctionne quoi, qui c'est pas trop agressif non plus. Ouais, trop... c'est vraiment le défi quand tu satures énormément une source, c'est de le rendre à la fois intelligible et pas trop effectivement agressif, quoi. Et ça, t'as un tips justement pour des fréquences peut-être à regarder pour que ce soit pas trop agressif ou... Toute la batterie se situe sur le Wurtzmack. Donc je vais couper tout le reste. Parce que c'est un duo, donc guitariste, chanteur et batteur. La Black Keys un peu, c'est ça. Exactement, c'est vraiment, on est dans un truc, je voulais en parler, c'était très Black Keys, un peu hard blues avec des inspi, forcément Jack White, Black Keys, etc. Et là, ce que je trouve hyper cool, c'est vraiment le son très nasty, très, très vilain de cette batterie, tout d'un coup, qui a énormément de caractère. J'adore. Et tout se passe dans le Wurtzmack, quoi. Donc là, si je vous fais écouter que le Wurtzmack, voilà. On a à peu près tous les éléments de la batterie. Alors pour le Wurtzmack, c'est quoi exactement? Alors le Wurtzmack, c'est... Là, d'ailleurs, tu vois que moi je l'ai renommé, mais ils l'ont renommé Dick Mike. D'accord. C'est vraiment orienté vers la saucisse, quoi, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est un micro qui serait... faut imaginer, voilà, tu vois, t'as ton micro, t'as le batteur qui est comme ça dans sa caisse claire, et c'est un micro qui vient se placer genre juste au-dessus de la grosse caisse, qui dépasse un petit peu de la peau de frappe et qui est pointé un peu. Et donc c'est un micro qui chope un peu de tout. Ouais. Et mais pas exactement un truc précis. D'accord. Donc moi en studio, je suis pas méga fan. Par contre, en live, je trouve ça assez intéressant pour les enregistrements, pour les captations, et on reviendra là-dessus plus tard. Tu peux pas avoir de micro room en live, un micro room propre sur ta batterie, et le Wurtzmack peut servir un peu de ça, choper un peu de tout, et puis dans la manière dont tu le traites, ensuite pour des captations live. Tu peux lui amener un peu cette distance et à la fois cohérente avec le reste du kit. Donc sur mon Wurtzmack, j'ai pas mal d'EQ en fait. Bon, pas trop en fait. Alors il y a le split EQ qui est une sorte d'usine à gaz qui est assez intéressante, qui permet de séparer la composante transitoire ou tonale. Transitoire, c'est le début, c'est l'attaque du son, hein, c'est ça. Et tonal, c'est un peu genre la note, quoi. Donc si je fais PAU, le PA, c'est la transitoire, le POU, c'est le côté tonal. Là, en fait, je voulais garder le côté transitoire, donc en vert, pas touché, donc c'est pour ça qu'on voit rien. Mais par contre, la tonalité des aigus, donc tout ce qui est cymbale, va être diminué. J'ai un EQ qui, j'imagine, enlève un peu certaines fréquences de résonance un peu importantes, mais surtout, après, j'ai dû essayer plusieurs types de saturation, et là j'ai un gros décapitateur qui est en drive 8 avec un punish, donc c'est des réglages qui sont assez extrêmes. Et si je te fais écouter vraiment ça, si je te fais écouter, tu sais quoi, je te vais faire écouter toute la batterie, vas-y. mais sans effet, ça va être assez fun. On va voir ce que ça fait. On va voir ce que ça donne. Avec... Oh, elle est toute mignonne. Voilà. Mais après, une batterie non processée, c'est jamais très sexy. Hein. Ouais. Et puis bon, là, on va pas se mentir, il y a quand même l'effet de volume qui fait la diff. Oui, on n'a pas fait un vrai AB dans les règles de l'art, voilà. C'est vrai, mais on s'en fout. Mais en termes de caractère, voilà. Mais si je te fais écouter le Wurtz avec et sans, tu vois, c'est lui qui fait vraiment tout le son. Voilà. Ouais, mais tu sens ce qu'il va donner effectivement plus tard. C'est ça. Tu sens que quand il va grandir, ça va être un bon micro. tu sens. Et ça, c'est le truc un peu ingrat d'un micro non processé. Hein. C'est vraiment... tu vois, il sonne tout queuse, quoi. Et puis tout d'un coup... Voilà. Et voilà, donc... comme quoi, croyez en vos micros. Voilà, même s'ils sonnent tout queuse à l'origine, croyez en eux. Au niveau de la snare, on a un réglage. En fait, j'ai utilisé après les micros de proximité seulement pour venir soutenir ce son-là. Donc le kick, tu vois, je vais te le faire écouter, c'est... Ça amène ce gros sub là. Sans, ça se tient. Ouais. Mais avec... Boum, ça ramène un peu ce gras, quoi. De grosse caisse de 22, là. Et pareil avec la snare, quoi.
Voilà. Ça, c'est sans la snare. Donc ça vient amener un petit peu plus de mordant. Je vais refaire écouter parce que là je fais des extraits trop courts. Mais ça amène un petit peu plus de mordant, un petit peu plus d'attaque parce que quand on va compresser ou saturer quelque chose, ça peut malheureusement vraiment raboter toutes ces attaques, quoi. Avec la snare et sans la snare. Et donc avec la snare, on a quelque chose de beaucoup plus mordant, qui amène de l'attaque. Mais c'est juste de l'appoint, quoi. Comment tu fais quand tu travailles un son comme ça, de justement pas dépasser la limite, quoi. Là, on sent que là tu frôles la limite. C'est ça qui est bon en même temps. C'est marrant que tu parles de limite parce que regarde, il y a quelques breaks où je me suis amusé à faire une snare qui s'appelle snare vénère. Voilà, tu vas voir, je te mets un peu plus loin, juste pour la snare et le kick, et tu vas voir un peu ce que ça donne. C'est même plus une snare, c'est une mitraillette le truc, quoi. C'est ça. Et alors du coup, c'est quoi? C'est au niveau des... Donc, la question, c'est à quel moment est-ce qu'il y en a trop? Je sais pas, hein. Mais c'est quoi? C'est au niveau du process, quand tu processes, tu vas à fond, t'en as rien à faire. Et après, c'est au niveau du mixage où tu doses, tu dis ah ouais, non, là, il y en a peut-être un peu trop, pas assez. Il y a toujours une phase de recherche, c'est sûr. Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui me fait marrer? Qu'est-ce qui m'inspire? J'ai envie aussi de surprendre l'artiste, surprendre l'auditeur. Par exemple, sur ce break-là, il y en a d'autres plus loin qui sont encore plus trash. J'étais là, genre, est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin? Parce qu'à partir du moment où tu as un truc trash et que tu t'es habitué à ce truc trash, voilà. Et c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, ces histoires de contraste. C'est, voilà, donc là on est déjà avec quelque chose de trash. Est-ce que je peux l'emmener plus loin? Oui. Sur le reste de la chanson, ça deviendrait infâme, mais juste sur quelques trucs, quelques petits coups de poignard comme ça, là, qui viennent, petits coups de poignard auditifs qui viennent à des moments stratégiques, ça peut faire la différence. C'est ça, le dosage, ça peut être un dosage de volume, mais effectivement, ça peut être un dosage temporel, en fait, juste ponctuel. Ouais. C'est super intéressant, ça. Pareil, quand tu arrives sur la fin, là, ça c'est... J'adore. Faut s'amuser, quoi. Moi, des fois, j'ai un peu des idées comme ça, et j'y vais à fond. Et de toute façon, le juge, c'est l'artiste. C'est l'artiste. Et ça t'est arrivé quand même parfois de dire, ouais, là, je me suis un peu trop excité, là. Généralement, sur des mix V1, je tente tout, et même des fois, j'appuie les curseurs. Parce qu'un look comme ça, c'est cool. Ça a déjà été des fois, ça a déjà été un peu entendu et un peu usité. Et je pense qu'il faut vraiment pousser les curseurs à 200%. Et je sais que, comme souvent avec les artistes, j'ai un premier mix qui sert un peu de test. Et là, pareil, c'était pas cette chanson-là, donc, mais j'ai usé un peu de tous les effets, tous les trucs que je pouvais envoyer le plus loin possible, juste pour leur montrer la palette jusqu'où je pouvais les emmener, quoi. Et je pense que c'est ça qu'on attend peut-être d'un mixeur, c'est qu'ils vous surprennent. Après, quitte à réduire la voilure, moi c'est toujours comme ça que je vois, je dis voilà, je vous envoie ça, c'est vraiment une proposition qui vient du cœur. Après, s'il faut réduire la voilure, tu vois, je suis pas... C'est pas moi qui vais défendre ces morceaux-là plus tard. C'est l'artiste, donc pour moi, c'est vraiment l'artiste qui a le dernier mot, quoi. Des fois, tu as des choix de mix, et ça, je l'ai fait, mais dans ma jeunesse, et je sais qu'il y a des ingénieurs du son qui continuent à faire ça, qui vont défendre un choix de mix, genre bec et ongle, qui vont l'argumenter, et en fait, on va perdre du temps là-dessus. Et moi, je pars du principe que, voilà... S'ils aiment pas, ils aiment pas, quoi. S'ils aiment pas, ils aiment pas. Moi, en fait... à mix V1, mix V2, tu vois, il y a déjà 95% du mix que j'aime qui est là. Oui. C'est pas parce que tout d'un coup le batteur me demande de monter le charlet de 0,5 dB alors que ça va rien faire. Je vais lui faire plaisir, je vais le faire, tu vois. Et s'il y a des trucs que tu vois, genre ils peuvent pas assumer, je vais pas les forcer. Quand on m'envoie une liste de modifs, je prends la liste de modifs et je dis voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est même un cahier de bord pour moi parce que des fois, tu passes d'une session à l'autre, tu sais plus ce que tu as fait, voilà. Mais après, j'ai quand même des limites, hein. Je suis pas maso non plus, hein. Oui, il y a quand même, parfois ça t'arrive de dire non, là les gars, ça va pas marcher, quoi. Parce que généralement, il y a aussi ça, quoi. Et quand les gars, ils ont des grandes idées, tout ça, mais sur le papier, oui, mais... C'est toujours bien d'avoir des rêves, je trouve. Et de se mettre d'accord sur des rêves et d'avoir des rêves qui soient cohérentes. Moi, je trouve ça toujours intéressant de poser la question à l'artiste, d'où tu viens, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, d'accord.
Moi, j'écoute ça en ce moment. Peut-être que ça peut trouver une place dans ton monde et faire une sorte de truc global comme ça, mais il y en a, ils fonctionnent sans ref. Moi, je trouve que la ref, c'est vraiment le chemin dans la forêt, la balise qui te permet d'éviter de te perdre dans les bois, quoi. Bien. Chet Blake, il fonctionne sans ref. Chet Blake, tu vas le Ah voir, ouais. et ouais, lui, il est là en Ouais, mode mais genre... bon, c'est Chet Blake. C'est ça. Et ben, on peut en Allez, vas-y, next. écouter un autre morceau. Rindo Cats. Alors, Rindo Cats, c'est Eric et Nori. Eric qui est américain et qui est maintenant habite en France, naturalisé français, et Nori qui est japonaise à la base, qui ont un duo No Wave, sauf que le petit twist, c'est au lieu d'avoir une batterie, elle, c'est une joueuse de taiko. Donc en fait, ils ont des taiko à la place. Attends, Et No Wave, tu peux me rappeler ce que c'est, No Wave? la No Wave, c'est vraiment genre Sonic Youth, ce d'accord. truc, Ok. voilà, où des fois ça va être un peu un parler chanté. D'accord. Et en fait, je devais des journées de studio à Eric parce que les gens qui sont venus m'aider pour construire ce studio, je leur disais une journée de travaux au studio, c'est une journée de studio offerte. C'est un bon deal. Ouais. C'est Et bien. donc ils sont venus un week-end, il y a en juin l'année dernière, et c'était hyper cool. C'était trop bien. Alors Nori, elle avait toujours été déçue de comment étaient enregistrés ses taiko. Ça ressemble à quoi un taiko? Un taiko, ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. Ah, d'accord. Donc là, tu as le petit, le moyen et le gros. Il faut savoir qu'un taiko, c'est une seule pièce de bois. Ils prennent un tronc et en fait, ils découpent dedans. Il le voilà. vide et... Il est vide, mais sauf qu'il est vide en faisant gaffe pour faire un tronc plus petit et pour que ça fasse un tambour encore plus petit. C'est un peu comme des sortes de poupées russes. Il y en a des très très grands, c'est ceux qu'on voit souvent qui sont à l'horizontale où ils tapent comme ça. Et là, donc Nori, qu'on voit à droite, voilà, elle joue sur le taiko. Donc il y a des micros sur la peau de frappe, aussi Un des micros sur la peau de 441, c'est ça? Ouais, deux 421 vintage et un 441 sur le gros. J'ai aussi un SM57 sur le rim parce que des fois elle tapait sur le côté. Alors est-ce que c'était vraiment utile c'était un peu plus précis. Au-dessus d'elle, j'avais des rubans qui servaient un peu d'overhead. Et plus loin dans la pièce, là on voit, c'est plutôt à ce niveau-là, alors c'est un peu confus. On a des micros room et ainsi qu'à l'opposé un ORTF qui est vraiment à l'autre côté de la pièce. D'accord. Alors l'intérêt d'avoir ça, c'est que plus on est près d'un fût et plus on va avoir de fondamental. D'accord. C'est-à-dire la résonance. Et plus tu t'éloignes, et plus les harmoniques vont se développer. Et en fait, Nori, ce qu'elle n'aimait pas sur les enregistrements d'avant, c'était que il y avait justement, c'était trop aseptisé, c'était trop résonnant. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, genre comment enregistrer un taiko. Ouais. Et le gars qui proposait ça, en fait, il proposait exactement ce que je m'étais imaginé, donc frappe, résonance, room, overhead. Et il montrait un peu ce que ça faisait. Et quand je l'envoyais à Nori, pour savoir ce qu'elle en pensait, elle m'avait dit « Ah bah ça, c'est un des meilleurs joueurs de taiko au monde, donc tu peux y aller. » Et elle était hyper contente de ce son de taiko, et donc c'est chouette. Donc on pourra entendre les différentes layers de ce son, de comment le taiko est constitué. Ce que j'ai bien aimé dans cette session, c'est qu'elle était assez simple, et à la fois, il y avait des sortes de petites trouvailles qui permettaient d'augmenter un peu leur son. Sur la guitare, on peut avoir quelque chose de très simple qui va ressembler à ça, là. Elle était très mono, quoi, normal. Il faut juste le fait de l'écarter comme ça, un peu de reverb, et pour éviter que ce soit trop fin tout le temps, je l'ai aussi envoyé dans un ampli basse que j'ai traité différemment. Voilà. Et donc, d'un coup, ça amène un peu d'assise, un peu d'épaisseur, quoi. Genre sans la basse. C'est cool, mais ça va ramener de la gravité, ça va ramener du son. Et si on écoute le son de basse tout seul, qui est vraiment le son de guitare qui passe à travers un ampli basse, et qui est aussi très filtré, quoi, avec beaucoup de choses, et qui est aussi saturé pour amener une sorte de grain grave. Et au final, on a quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus large, sans avoir forcément à doubler les guitares, comme des fois on a tendance à le faire. C'est malin, ça. Alors, quand je leur envoyais un premier mix, ils étaient contents. Et Nori m'a fait un retour. Elle m'a dit, il y a un break à 1 minute. C'est super, machin, mais j'aimerais que ça sonne comme un iceberg qui s'écroule au loin et qu'on entendrait depuis l'intérieur d'un utérus.
Et là, tu t'es dit, pas de problème. Exactement. Je vois Alors, en fait, exactement ça m'a un peu plus inspiré que ce que m'avait dit Eric, qui lui était là, genre sur ma voix, je trouve que ça manque de chaleur, il faudrait peut-être la compresser moins. Et moi, je fonctionne pas comme ça. Et je pense que même lui, il savait pas forcément techniquement comment résoudre ce truc-là. Je pense que j'ai résolu avec une histoire d'écoute plutôt que de la compression. Ce que Nori a dit, c'était beaucoup plus inspirant et ça m'a poussé à aller chercher plus loin. D'accord. Et donc, tu as rematé Titanic. tu sais quoi, je vais te faire écouter le passage en question, sans l'effet, et après tu verras. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend aussi le son de la guitare dans la room. Et j'ai bien aimé, j'ai gardé ça. In a clearing under rays of dapple moonlight, I come to a pool. Ancient ruins writ upon the stone, cryptic warnings or an invitation, knowledge or damnation. Unknown ruins from a forgotten time. The ancient stone holds promise. Moonlight, oh sweet goddess, guide me to the pool and beyond. And I'll not be afraid. I'll face the truth. Rejoice in this moment. Here and now. Alive in this moment. Eternity. And I'll not be afraid. I'll face the truth. In this brief instant. Inside the ever-on, alive in this moment, I'll face the truth. Now dive. The water chills my blood. All these endless visions. Do I drown? Or have I gone to the other side? Waouh. Et ils sont que deux, quoi. Ouais, Ils font tout ça que à deux, quoi. voilà, c'est ça. Bravo à eux. Bah ouais, c'est hyper cool. Donc du coup, le passage de l'iceberg dans l'utérus, là. C'est ça, et en fait, c'est pareil. Là, je t'ai fait écouter son taiko un peu en solo. Voilà les différentes couches qu'on a. En fait, on a d'abord tout ce qui est son de taiko proche, quoi. Donc, comme ça, là. Je t'enlève les reverbs. Voilà. Et puis après, on a les overheads qui vont amener un peu d'air, un peu de
les overheads en solo. Je te refais le passage. Puis après, tu vas avoir du coup les rooms. Donc là, on avait enlevé des panneaux pour que ça résonne un peu plus. Et puis, quand tu as tout là en même temps, tu as un ensemble de sons. Donc tu as la précision et le corps des micros qui sont proches. Et puis tu as... Voilà. Ça, c'est un peu trop aseptisé, effectivement, quoi. Après, j'ai mis une sorte de petite reverb, juste une sorte de chamber, histoire d'avoir un peu de... comme si c'était dans une sorte de gros dojo, si je puis dire. Et puis pour certains fûts, j'ai même rajouté ce que j'appelle une sorte de canyon. Voilà, donc ça amène un truc un peu plus épique, parce que les taiko, c'est vraiment très connoté film asiatique, d'arts martiaux, tout ça. Et c'est vrai que ça amène un peu à ça. Une densité en tout cas, bravo. Hein. C'est une puissance, une densité qui se dégage du mix. C'est impressionnant, quoi. Trop cool. On n'a pas l'habitude d'avoir des compliments. Et donc on a beaucoup de mal à les recevoir. Je vais essayer juste de ne pas trop me dénigrer et d'accepter. Merci beaucoup. De rien. Et donc là, on a un Taiko Destroy. Donc un Tai Low Destroy. Et donc, que fait ce truc? Les jeux de mots, c'est important aussi. Hein. Tai Low, ouais, je sais pas, on va voir. Et donc, le passage sans cet iceberg intra-utérin, ça fait comme ça. En soi, c'est tout à fait respectable. Et maintenant, avec... Moi, j'ai déjà enregistré sur le lac Bacal la glace qui chante, en fait. On dit que la glace chante. Oui. Et je me suis retrouvé à mettre des micros entre des plaques de glace qui sortaient et tout. Et à passer 1 heure juste à m'allonger dans ma combi intégrale, à regarder le ciel comme ça, en me disant si la glace se sépare et que je meurs, ce sera une belle mort. Mais à enregistrer tous ces sons-là, et c'est vrai que tu as des sons vraiment qui viennent du lointain et qui font des sons assez intéressants. Ça fait un peu des... Et dans le temps, c'est quand la glace craque à des kilomètres de là, tu l'entends quand même. J'ai fortement saturé ce taiko. J'ai fait des réglages différents de saturation, et notamment avec un décapitateur, mais aussi avec une suite de plugins qui s'appelle Cornef. Pour moi, c'est un peu les nouveaux Soundtoys. C'est hyper intéressant, tu as des compresseurs, tu as des EQ, et quand tu cliques sur le logo, tu as toujours accès au PCB derrière, où tu peux changer les ampoules, le transformateur, les résistances, là, si tu veux. Allez, on change les résistances. Oui, parce qu'on aime ça. Mais là, ce qu'il faut s'intéresser, c'est les lampes, et en fait, tu gères les lampes ici, et là, tu vois que le préamp et le bias, ils sont tous les deux à 9 sur 10. 9. Déjà, quand est-ce qu'il y en a trop? T'as pas mis à 10 sur 10, donc déjà bravo à toi. Et donc ça amène tout ce grain-là. Et en plus de ça, j'ai mis du coup une reverb vraiment Blade Runner-esque, de Homestar Blade Runner, voilà, de 7 secondes, qui fait que quand ça envoie, ça y va, quoi. Ça fait ça, quoi. Et ça dure des plombes. Et encore et encore. Alors cet effet-là, il a défini vraiment le son de tout l'EP qu'on a fait. Et je l'utilise avec parcimonie, c'est vraiment la piste rose là que tu vois. Et des fois, ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment comme une sorte de gros coup. T'es sur un champ de bataille, t'as un gros coup de canon au loin, mais genre la guerre de sécession, quoi. Et je trouve ça assez chouette, quoi. Le cavalcade, puis au loin, le tonnerre qui explose au loin. Ça devient très cinématographique. Exactement. Et puis sur le final, ce que je trouve intéressant sur ce dernier accord là, c'est que la guitare elle est très saturée. Donc elle a un sustain qui est vraiment étendu. Et donc si je te fais écouter le final sans le Destroy là,
tu vas voir que la résonance du taiko diminue assez rapidement et que le sustain de la guitare, lui, devient prépondérant. Oui. Et là, la guitare continue. Voilà. Et avec le Destroy, les deux saturations se mélangent, se marient, s'entrelacent. Et ça crée une fusion entre les deux musiciens, je trouve, est plus intéressante. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, bah, ils jouent ensemble en fait. Voilà. Et en fait, leurs textures se mélangent, leurs textures se ressemblent. Et ça, je trouve ça... Moi, je sais pas, je trouve ça joli. Ouais, c'est chouette. Hein. Ça Ça marche très très bien. Quoi. Donc, Seas, donc un artiste de Bordeaux qui fait partie du collectif des Flipping Freaks, que j'ai eu le plaisir de mixer pour son album Blind, qui est sorti en 2023. Ok. Très orienté grunge, 90s, hyper cool, avec plein d'harmonies vocales. Et sur ce morceau-là, c'est le morceau un peu balade, si je puis dire. Il y a plusieurs parties. Une partie assez calme, une deuxième où ça commence à envoyer un peu plus en mode shoegaze et la fin vraiment patate. Nous, on va s'intéresser à la première partie parce qu'il y a tout un travail sur les voix, je trouve, qui peut être intéressant de souligner. Donc, je vais vous faire écouter le début. Voilà. Voilà. Et donc, comme tout groupe de shoegaze qui se respecte, la voix n'est pas forcément mise en avant, voilà. Mais sur celle-là, je voulais avoir un truc un peu plus 80s dessus, un peu plus... ouais. Donc, tu vas voir, ça vient avec le micro-shift qu'on a ici sur sa voix. D'accord. Donc ça, c'est sa voix sans le micro-shift. You leave me again. Oh, okay. You leave me again. Oh, okay. Tu vois, ça J'adore. synthétise un petit peu, ça stéroise aussi. Oh, okay. If I miss you away. Voilà. Sans. C'est cool, hein? Ouais. So I rebuild myself. Oh, okay. Et là, ça amène juste... C'est assez subtil, mais moi, j'aimais bien. Microshift, c'est un espèce de H910, c'est ça? Ouais, c'est ça. Strip down, quoi, c'est ça? C'est ça, Une version légère, les gars de Soundtoy, c'est les anciens d'Eventide. Ouais, c'est ça. Et Ouais. effectivement, ça reproduit. Je sais plus si c'est le H3000 ou Ouais. lequel c'est. Je suis une bille en hardware. C'est désolé. génial, franchement, si vous connaissez pas, si vous avez jamais essayé ce genre d'effet, c'est génial. Et après, ce que je me suis amusé à faire, c'est faire le même effet sur les backings qui viennent appuyer les OK. Et donc, c'est ce qu'on voit là sur la droite. Et en plus de ça, je me suis amusé à mettre un trémolo. Et donc, on va le voir, et on va voir que le trémolo, je fais pas mal d'automation sur la profondeur du trémolo pour accentuer, je crois, c'est sur le sustain. Tu vas voir. Tu l'as fait avant ou après Billie Eilish? C'est la question. Après, justement, on peut s'inspirer de tout. On peut s'inspirer de Billie Eilish pour du shoegaze. Exactement. Et en voici l'exemple. Et c'est très bien. Okay. Donc, sur le K, voilà, le trémolo s'enlève. Mais C'est chouette. Okay. alors après, je sais pas si Billie Eilish elle a fait ça ou pas, mais pour accentuer encore plus le truc, c'est comme si sur des bacs c'est encore un peu plus derrière. Là, j'ai l'effet, donc c'est un délai, donc on a un Echo Boy qui est ici, voilà, qui est très très court, tout ça, qui rentre dans une reverb, qui est ici, là, voilà, et puis tout ça, je lui mets aussi un trémolo qui du coup va accentuer encore plus l'effet plutôt que de le diluer. Okay.
first Voilà. again. Et Attends, ça, le l'idée- trémolo, il est avant ou après la reverb? il est après là. Ouais, après, ouais, c'est ça. Et donc c'est ça, Excellent. donc c'est en fait t'as un trémolo qui joue sur tout quoi. Alors j'ai pas mis sur le master. Bah, en Ça fait, va c'est. t'abuser. Ouais, mais t'aurais pu. Mais en fait, t'as créé une texture avec la reverb, que Exactement. après t'as modifié. Ça, Exactement. c'est super. Et en fait l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose de très aérien, de très genre vraiment comme de l'aquarelle quoi. Genre tout qui se dilue et qui part et qui prend pas des formes très précises, tu vois. C'est pas un trait très précis quoi. C'est vraiment genre tout ça qui s'éparpille quoi, Ouais, qui c'est se ça. répand. Avant d'essayer de trouver des sons extérieurs à votre prod, pour agrémenter votre prod, prenez des sons qui sont déjà dans votre prod que vous modifiez. Parce que en fait, il y a une espèce de. Comme ça, vous gardez une homogénéité. En fait. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est quelque chose que je fais sans m'en rendre compte. Je suis hyper content de produire des albums, c'est-à-dire d'être là à l'enregistrement parce que j'oriente le mix dès la prise de son. Mais souvent, je me retrouve quand même à mixer des choses que j'ai pas enregistrées. J'aime bien justement des fois isoler des pistes pour ensuite les traiter complètement différemment. Et que l'artiste soit là, genre, on avait enregistré ça, quoi, genre, what the fuck. Et justement, de partir de la matière que te donne l'artiste pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Et puis, comme la matière première était là, elle fait partie de la chanson, de ce qui a été enregistré, du coup, même si tu le modifies à balle, quoi, à fond, et ben ça reste quelque chose qui est cohérent, quoi. Alors, bien sûr, j'ai des templates, un peu de routing, etc. Mais ça m'oblige à chaque fois à repenser mon approche, quoi. J'aime bien cette et approche. éviter d'être tout le temps dans les mêmes habitudes, tout le temps avec les mêmes plugins, tout le temps avec les... Je trouve ça intéressant justement d'aller rechercher. Alors peut-être ça fait de moi un mixeur plus lent, mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'être créatif et de proposer quelque chose avec une vision un peu différente. Donc c'est un peu des croche-pattes que je me fais à moi-même pour pouvoir faire des propositions auxquelles je ne penserais pas forcément si j'étais en mode pilotage automatique. Et, voilà. On avait interviewé Chris Lordagy sur du fanzine et c'est vrai que lui, c'est l'inverse, quoi. Il a des templates, limite ses faders ils sont prêts et blam, ça y est, j'ai mon son au bout du fader, quoi. Ouais, après il brasse plus que moi, je pense. Il est efficace, ça, c'est sûr. Il est efficace, ouais. Dans la méthode de mixage, en fait, il y a une première méthode moi qu'on m'a apprise et que j'applique encore aujourd'hui. La première phase, ça va être la balance. Et vous prenez toutes vos pistes et tout au centre et vous faites un niveau global pour s'approcher de ce que vous aimeriez, comment ça sonne. Après, il y a le traitement, c'est-à-dire les EQ, les compresseurs. Qu'est-ce qui fait que faut enlever les fréquences de résonance de certains instruments, tout ça, pour éviter que ça se foute sur la gueule. Et pareil, le fait d'avoir une prise de son fractionnée, d'avoir des micros collés à une grosse caisse ou une caisse claire ou un ampli, c'est pas du tout une écoute naturelle. Ça amène plein d'effets de proximité, de problèmes de dynamique instantanée, c'est-à-dire des transitoires ou des sons qui passent de quelque chose de très silencieux à très fort et qu'il faut contenir en fait. Donc il y a toute une phase de traitement. Après, de spatialisation, c'est-à-dire tout ce qui est panne et reverb, délai. Puis après, une phase de mix. Donc là, c'est là où on se met à faire de l'automation et à suivre les choses. Et moi, j'ai rajouté un peu un truc perso là-dessus, ce que j'appelle la phase de danse. C'est souvent, pour moi, il y a toujours quelque chose d'important qui est en train de se passer dans un morceau. Souvent, c'est la voix lead. Mais dès que la voix lead s'arrête, qu'est-ce qu'il y a derrière qui peut, même si c'est genre 1 ou 2 secondes, qui peut amener... quelque chose de haper l'oreille, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que moi il y a beaucoup d'automation parce que je suis tout le temps à la recherche dans chaque instrument d'un petit break, un petit fil de basse, tout ça. Et donc un peu comme dans les prods pop où on dit il faut jamais qu'il y ait 2 mesures sans qu'il se passe rien. C'est un peu ça. Alors après, il y a une époque où j'avais cette démarche-là un peu genre maximaliste. Et j'en suis un peu revenu parce que je trouvais que ça faisait des mix qui pétaient un peu plus haut que leur cul, je trouve. Qui étaient un peu trop un peu trop denses. Des fois, il faut savoir juste dire bah non, vas-y, je vais laisser le fader tranquille et la musique dérouler. Il n'y a pas besoin que je sois là tout le temps à maîtriser tout. Et ben, on va pouvoir passer à une autre session. Allez. Hop. On va passer sur Steve Amber. Steve Amber, c'est un groupe qui à la base vient de Brest, puis après qui a été en région parisienne. Ils sont trop bien. Et en fait, on a enregistré cet album-là autour du Nouvel An 2020 et jusque début janvier, dans un manoir dans le sud qui appartenait à Oli Le Baron. Donc c'était des grandes pièces
avec du matos vintage, on a tout retourné, c'était génial. Il y a plein de morceaux sur lesquels on a vachement bossé, et on a eu vachement bossé en amont aussi avec des pré-prod, tout ça. Et le morceau que je vais vous faire écouter, c'est un morceau qui s'appelle Pilots in a Cage, qui joue vachement sur ce contraste, alors quelque chose de très mono et un refrain très stéréo. Alors il y a un peu de stéréo parce qu'il y a de la reverb et puis il y a du délai sur la guitare, mais on va voir dans le détail un peu comment ça se passe, les transitions, tout ça. Ah, ça marche bien. Hein. Donc là, on est sur une batterie, donc très très mono, très très tenue, où genre j'ai même enlevé les overheads sur les couplets, j'ai enlevé la room, j'ai pas ou peu, je crois que j'ai pas de reverb, j'ai rien. D'accord. C'est quelque chose de très et puis quand on arrive sur le refrain, on a les rooms qui apparaissent, on a la grosse reverb sur la snare aussi qui arrive là, la deep roll drum là. Donc là ça s'ouvre vachement. Le moog, nickel. Et les guitares hyper larges. Et là, on retombe sur quelque chose de très focus. Des fois, c'est genre juste 0,25, un peu plus à gauche. Et ça fait vraiment la diff, quoi. Et on s'est vachement amusé à brouiller les pistes au moment de l'enregistrement. Parce qu'ils avaient donc une vraie batterie, mais des fois, ils avaient des drum machines. Et donc, des fois, on a des batteries qu'on a fait sonner comme des drum machines, ce qui va être le cas. Et des fois, on a des drum machines qui sont jouées comme des batteries, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de clic. Et donc, c'était vraiment sur un SPD avec des sons de drum machine pour brouiller un peu toutes les pistes, quoi. Sur cette première partie, on va être sur quelque chose de très, très cool. Moi, à chaque fois que j'écoute la ligne de basse, j'ai l'impression de voir un mec, le bassiste de Melody Nelson, au bord d'une piscine sur un transat avec les lunettes de soleil qui sourit pas et qui est juste en train de jouer comme ça. Et puis tout d'un coup, transition au milieu du morceau, et là, la batterie devient très roomée, devient très saturée, la guitare devient shoegaze, la basse devient saturée. Et c'est pareil, des contrastes de texture comme ça qui racontent une histoire. Allez, c'est parti.
Ça, c'est le délai sur la batterie, sur la snare. Quand tu reviens, Waouh, je sais même pas par où commencer. C'est tellement de trucs. Alors là, ce qui est intéressant, c'est si tu écoutes la batterie sur le début, c'est ultra septisé, quoi. Puis après, tu as une sorte de percu qui vient un peu en fond, qui amène un truc, tu vois, tu sens que c'est une sorte d'ombre qui apparaît au fond. Tu vois. Genre, elle est très roumée, elle est au bout, quoi. Et puis après, tu arrives là-dessus, là. Beaucoup plus de caractère. Et carrément sur l'outro où t'as plus que la room, quoi. Du coup,
c'est beaucoup moins précis, mais ça raconte une histoire. Pareil, au niveau de la basse, ça évolue vachement de ce côté, genre Cool Cat au bord de la piscine, quoi. Oui. Filet plat. Matteo Cassetti à la basse, excellent bassiste. Et puis à la fin... Un léger overdrive. Léger. Juste une pointe. C'est ça. Au début, sur les premiers mix, la voix était filtrée et on avait enlevé les graves. Et en fait, c'est le groupe qui... Non, on avait enlevé les aigus. Moi, j'aimais bien, c'était un truc beaucoup plus cotonneux. Et c'est là où, des fois, faut pas se battre contre un groupe. C'est eux qui défendent leurs morceaux. Et ceux qui m'ont dit, non, on aimerait que ce soit l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de grave et qu'on ait que de l'aigu pour que ça fasse vraiment la petite voix dans ta tête. Parce que y avait un propos narratif aussi. Je pense que c'est moins bien, mais c'est votre morceau. Ce qui est important quand même, c'est que ce soit sur la voix, la batterie ou tout ça, tout évolue dans ce morceau. La texture des voix, la texture de la batterie, la texture de la basse, la guitare, elle reste un peu shoegaze, un peu noise, etc. Donc ça, c'est un peu la constante. Je vais vous faire écouter Miss France. Donc, oui, les fameux Miss France. Qui est un groupe de punk hardcore parisien. Et là, on va écouter du coup un morceau qui s'appelle Fier de vous. Et pareil, moi, l'idée, c'était de leur dire, j'adore vos EP. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je suis capable de dire, le morceau 2, le morceau où il se passe ça sur le refrain, où il y a ce son-là, etc. Et je trouvais que ça manquait un peu à leur musique. C'est hyper bien pour un album cohérent, mais des fois, pour dépareiller un morceau d'un autre, c'était moins le cas. Tu te souviens le film Didier ou pas? Ouais, écoute. Ouais. Mais la 12. Ouais, c'est ça. Mais en plus, je pensais exactement à cette référence-là, quoi. Là, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient quand même un pont qui était un peu long, sur lequel le chanteur Martin gueulait tout le temps, fier de vous. D'avoir pour ennemi, et c'était en boucle comme ça, c'était une litanie, et c'est assez cool, et ça marchait très bien, mais j'ai fait une proposition qui se rapproche un peu c'était une idée qu'il y avait dans Queen of the Stone Age, Better Living Through Chemistry, où il y a un moment où le son part à gauche, à droite, et fait un peu le tour de la tête, et j'ai voulu proposer ça, et en même temps de jouer avec la reverb, donc de faire un jeu sur les nuances, et aussi sur la reverb. Le début, très classique Miss France, où ça avoine... pied au plancher à fond dans ta tronche, quoi. Ok, et c'est parti.
Voilà. Excellent. Comme si tu assistais à un concert, puis avant tu t'éloignais, tu allais dans un tunnel et puis tu Ouais. revenais C'est voir ça. le concert. Excellent. Ils ont vraiment joué le jeu, quoi. Martin, au chant, il a vraiment... alors que il gueule, mais hyper bien. Et il a vraiment accepté de jouer le jeu de cette fragilité, de cette voix qui devient de plus en plus fine et de plus en plus fragile, et comme une certaine forme de lassitude. Et en même temps, ce que ça peut raconter, comme c'est une chanson qui vient vraiment en opposition à tout ce qu'il déteste, quoi. Donc fier de vous avoir pour ennemi. Ça peut être aussi cette lassitude, tu vois, où tu es sur le point d'arrêter de te battre contre tous ces gens-là qui te font chier, et puis en fait, non, tu vois, genre avec l'aide de tes potes et tout, t'arrives, tu reviens encore plus fort pour une dernière castagne, et tu lâches pas le morceau, quoi. Ouais, c'est super, ça rend super bien en tout cas. Ça leur a donné envie après de continuer un peu dans cette voie-là. Ouais, et sur tous les autres morceaux, sur tous les morceaux, on a essayé d'amener un peu des trucs comme ça. Même un moment où le batteur me disait, genre, je veux que ma batterie, elle sonne, ma caisse claire, elle sonne comme Charlie XCX, je sais plus quel morceau. Voilà, il n'y a rien de nouveau, mais paquet d'automation, quoi. Pour donner l'impression que quelqu'un, par exemple, passe derrière ta tête, tu fais des automations aussi, des cues pour enlever des aigus, pour enlever certaines fréquences, pour te donner l'impression que la personne tourne autour de ta tête. Et c'était, j'étais pas sûr que ça marche, et au final, j'étais content de voir que ça fonctionne à peu près. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Henri de nous avoir ouvert toutes ces sessions. C'était super intéressant. J'espère que vous avez aimé aussi. Merci. Et puis si vous n'avez pas vu la visite du studio, on l'a faite aussi. Et puis voilà, nous on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo sur Audio Fanzine. Ciao, ciao. Ciao, merci beaucoup.